Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous recevoir chez vous pour l'émission Dans le nid des éperviers de ce vendredi 19 août 2022. Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 et le www.sportfmtg.com. Eh bien, des LNDE dans le nid des éperviers évoquent les éliminatoires de la CAN Maroc 2023 des U23. Le Togo commence face à la Mauritanie. Match aller-retour en septembre prochain. Deuxième tour éliminatoire du CHAN Algérie 2023. Le Togo s'apprête pour la double confrontation face au Niger. Match aller le 28 août à Lomé, puis match retour le 3 septembre à Cotonou. Jonas Kokou-Komla a dévoilé ses combattants pour ce rendez-vous. On va l'écouter dans cette émission, le sélectionneur des éperviers locaux naturellement, et que dire des préparatifs de la sélection locale du Togo. DLNDE invite Kodjo Avoulété de Mawaki Sport, Angelo Foliko de la rédaction de Sport FM, DLNDE. La mise en onde est assurée par Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sir Fonelom. Merci de nous faire confiance. Je suis Franck Nouyama. Bonne arrivée. Merci de nous faire confiance. DLNDE sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, et sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance en studio. Kodjo Avoulété, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. En face de lui, Angelo Folikoé, merci d'être là. Salut Franck, bonjour à toutes et à tous. Voilà pour le compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2023, catégorie U23. Le Togo connaît son premier adversaire, c'est bien les jeunes ou bien les Mourabitoun, espoirs de la Mauritanie. Voilà, Kodjo Avoulété, on sait que lors du dernier stage, il y avait également les U23, mélangés un tout petit peu, on va dire, à la sélection Fagnon. On a d'ailleurs vu certains joueurs de ces U23 en sélection Fagnon. Donc voilà, l'échéance, on la connaît maintenant. L'adversaire, le Togo, le connaît. Ce sera la Mauritanie. Qu'est-ce que ça veut dire tout de suite? Un match reste un match. Hein? Un match reste un match. Je crois que depuis quelques années, tous les Togolais doivent avoir compris que les idées arrêtées qu'on se faisait sur certains matchs contre certains adversaires relèvent du passé aujourd'hui. Hier, on pouvait se dire Mauritanie en face du Togo, il n'y a rien à dire, il n'y a pas match comme on dit quelque part. Mais depuis quelques années, les rapports de force sont en train de changer et des matchs nous l'ont déjà prouvé. Et déjà dans cette saison-là, cela veut dire qu'aujourd'hui, on doit voir la Mauritanie comme un sparring partenaire sérieux et travailler sérieusement pour aborder ces deux matchs. Vous savez que du côté de la Mauritanie, il y a un travail de fond qui se fait. Travail de formation, travail de préparation des équipes, et des catégories jusqu'à la sélection nationale, qui est devenue plus ou moins régulière aux phases finales de la Coupe d'Afrique. Cela veut dire que la Mauritanie aujourd'hui est en train de pointer le nez comme non plus un outsider sur l'échiquier ouest-africain du football et sur l'échiquier continental, mais de plus en plus comme une sélection avec qui il faut compter et contre laquelle il faut aller, non pas comme des conquistadors, mais en y allant en sachant que ça va pas être facile. Quand vous regardez la sélection Fagnon de la Mauritanie et que vous considérez la sélection U23, on peut se dire tout au goût que cette sélection U23 peut ne pas être très différente de la sélection Fagnon. Cela suppose que le travail qui a été fait pour constituer aujourd'hui une équipe nationale Fagnon de la Mauritanie combative et qui arrive plus ou moins à se qualifier pour toutes les phases finales de Coupe d'Afrique, ce travail-là équivaut également pour ce qui est fait pour la sélection qui est juste en dessous. Cela me fait dire que le Togo a en face un adversaire sérieux. Très sérieux. Oui. Et il faudra travailler avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration, beaucoup d'humilité pour pouvoir l'aborder. En face, quand moi je vois la sélection du Togo, c'est vrai qu'en Antalya, on a fait des résultats qui ont ébloui plus loin. J'en félicite une fois encore ces joueurs-là. Victoire contre le Tadjikistan, c'est ça, non? Le Malawi. Et puis, le Malawi, oui. Oui, et on avait même remporté le tournoi, curieusement à la fin. Du côté, dans la catégorie des
U23. Quand je vois cette sélection-là, il y a 4 ou 5 joueurs qui sont ici au Togo. Ça veut dire que la grande partie est en Europe. La grande question que je me pose, est-ce qu'ils seront là contre la Mauritanie? S'ils sont là, ça va être, on va peut-être engranger les fruits d'Antalya, mais si c'est une autre équipe que le sélectionneur va monter, je crois que les enjeux ne seront plus du tout les mêmes. À mon sens, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. À ce niveau, Angelo Folico, les U23 vont devoir jouer très prochainement les espoirs. Ou bien les Mourabitoun Espoirs, c'est les U23. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est l'actualité de la sélection Espoir ici au Togo? Il n'y en a pas? Je pense que le sélectionneur Afizou Traoré, qui a été officiellement nommé, est mieux placé pour nous expliquer ce qu'il en est. Exactement. Il y a également Yenke Claude qu'on ne présente plus, qui est dans ce staff-là. D'après mes recoupements à une certaine période, il y a 2 ou 3 mois, ce sélectionneur a du mal à travailler en équipe avec ceux qui sont là. Ils ont du mal à avoir une feuille de route pour permettre de savoir là où ils vont aller par rapport à la mission qu'il leur a assignée. Et je me dis qu'il y a un véritable problème. Si le premier responsable du staff technique ne met pas en place une véritable planification, l'on se demande où on est en train d'aller. Au-delà de ça, je pense que cette sélection U23, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gros défi réside à ce niveau-là, la qualité du groupe. Quand vous prenez par exemple Clydier Thibault, qui est blessé pour plusieurs mois, oui, qui sera forcément absent. Équipe, hein. Voilà. Donc, qui pour le remplacer? Pour une interrogation. Vous prenez Kevin Boma également, qui fait partie de cette sélection U23. La majorité des joueurs sont de l'autre côté. Ça pose en même temps le problème de formation à la base, de relève à la base. Et si on ne met pas les moyens qu'il faut à la disposition de ce staff-là, je ne sais pas par quelle magie, par quelle alchimie, on permettra aux joueurs de revenir, de se préparer à temps et de défier cette équipe mauritanienne qu'il ne faut pas du tout négliger. C'est en cela, on ne cessera jamais de le dire. Il faut essayer toujours de faire les choses dans les règles de l'art. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, vous avez des championnats de football de première division qui se jouent, mais on a du mal au niveau des clubs à avoir de la pépinière. Et quand c'est comme ça, où est-ce que vous allez les trouver? Des joueurs de moins de 23 ans pour étoffer la sélection olympique. La question, elle est là. S'il faut toujours se rabattre sur les joueurs, entre guillemets, qui évoluent de l'autre côté de l'Afrique, d'abord, c'est un véritable coût financier. Oui. Mais au même moment, lorsque vous vous rapprochez plus de la fédération, on vous dira qu'il n'y a pas de moyens, que les lignes sont rouges et c'est compliqué d'avoir à sortir autant de millions pour telle ou telle compétition. Donc, franchement parlant, on est en train de naviguer à vue. Je le dis, je le répète, je ne sais pas exactement pourquoi on veut forcément engager les sélections quand on sait qu'on n'a pas forcément les moyens pour arriver à bout en ce qui concerne les objectifs assignés. J'attends de voir simplement. C'est vrai qu'on a annoncé la Mauritanie. J'attends de voir exactement ce que la fédération, le ministère vont faire pour permettre à cette sélection-là de bien s'engager dans cette compétition. On est à 1 mois pile du match aller. Ce sera le 19 septembre. Le match du retour le 27. Alors, on n'a pas forcément de nouvelles de cette sélection U23. On ne les a pas vues à l'œuvre, en regroupement, dans des matchs amicaux. Mais vous l'avez dit, j'allais dire la plus grosse partie 80, de ces 80% se retrouve à l'extérieur. Vous vous posez des questions. Si cette, j'allais dire... partie constituée, cette grande partie constituée de joueurs évoluant à l'extérieur pourrait rejoindre le groupe pour ce match-là. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il n'y a plus de temps. Hein. Non, il y a plus de temps. Et vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué tout à l'heure l'impossibilité pour ces sélections-là d'exister, de faire des stages. Comment cela est-il possible si tous les joueurs sont à l'extérieur? Comment cela est-il possible si tous les joueurs sont à l'extérieur et que certains ont besoin d'autorisation pour arriver? Rappelez-vous le cas Karim Derman pour l'équipe U20. C'était un gros manque. Hein. C'est difficile et finalement il n'est plus arrivé. Non, le club avait raison parce que ce n'est pas une date FIFA. Maintenant, est-ce que la compétition U23 va se tenir sur une date FIFA? C'est une question. Si c'est une date FIFA, ça peut favoriser
le retour le travail du sélectionneur, parce qu'il pourra compter sur certains joueurs qui sont venus de l'extérieur, qui vont venir de l'extérieur. Dans le cas contraire, si ce n'est pas une journée FIFA et que le sélectionneur devra faire avec ceux qui pourront être libres, cela veut dire, comme là, on le fait souvent avec la sélection U20 et la sélection U17, on va aller ouvrir les cahiers de la FTF et chercher les joueurs qui n'ont pas 23 ans et on les prend. Il n'y aura pas d'autre solution que ça. Il faudra faire avec ceux qui sont là. Il faudra faire avec ceux qui sont là et on va voir ce que ça va donner. Parce que la sélection U23 qu'on a vue à Antalya, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel cette sélection a été faite. Cette sélection-là a été faite dans la perspective de la sélection A Fagnon. C'est dans la perspective de renforcer cette sélection A Fagnon qu'on a fait ce groupe-là. On est allé chercher, on est allé remuer tout le quartier, toutes les rues de France, d'Allemagne, de Finlande, etc. pour sortir ces joueurs-là et les mettre sur une liste, en sachant que c'est eux-là qui vont prendre la relève de là-bas, Fodo et des autres qui vont partir. Donc, en faisant cette liste-là, est-ce qu'on s'est dit, à ce moment-là, on s'est dit les qualifications pour la CAN U23 vont se jouer à une période où les joueurs-là pourraient ne pas être disponibles? Je ne sais pas si on a fait cette réflexion-là. Si on ne l'a pas fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé de réfléchir autrement. On est obligé, on est dos au mur et il faut réagir. Et réagir, ça va être de chercher des joueurs. S'il y en a dans l'équipe du Chan qui sont encore dans la masse, c'est bien. Dans le cas contraire, il faudra chercher des joueurs, faire une équipe compétitive pour pouvoir y aller. Parce que là, je ne sais pas si on peut encore reculer à ce moment-là. En cet instant, est-ce qu'on peut reculer encore? Je ne crois pas. Donc, dans tous les cas, il faut y aller et on va croiser les doigts pour que ceux qui sont en Europe puissent être libérés par leur club. Boma a trouvé un contrat ainsi que Thibaut, il est blessé, d'autres encore. On va croiser les doigts pour que le sélectionneur ait un peu plus de chance, beaucoup de chance pour que cette équipe-là vienne, pour que les joueurs qu'on a vus à Antalya viennent. Parce que pour moi, si l'équipe qu'on a vu jouer à Antalya, si on peut reconstruire ce groupe-là, on peut se dire, tiens, le Togo a quelque chose, un pari à gagner dans cette compétition. Dans le cas contraire, si le sélectionneur devra construire une nouvelle équipe en l'associant dans le cahier chercher dans le cahier de la FTF les joueurs qui n'ont pas 23 ans, ça va être de la patate, chose qu'on va lui mettre entre les mains. C'est compliqué, Angelo Foligu, c'est peut-être le lieu de parler encore de ce staff dont on n'a pas beaucoup parlé forcément. Oui, Monsieur Afizou est le patron de ce staff-là. Vous avez parlé de, j'allais dire, Wadjalantam, Claude Yenke. C'est le lieu de parler un peu d'eux. Oui, on les connaît. Peut-être Afizou un peu moins. Oui, Afizou un peu moins parce que personnellement, je ne le connais pas vraiment. Je sais en même temps le lieu d'aller prendre mon bâton de pèlerin et d'aller justement aller à sa rencontre et comprendre un peu le pourquoi du comment il est à la tête de cette sélection et surtout ce qu'il veut en faire. Je pense que quelque part, il se dit être capable d'apporter quelque chose. Naturellement, il doit être nanti d'un diplôme, de connaissances, etc., etc. Voilà pourquoi on lui confie une telle tâche. Mais au même moment, un staff, ce n'est pas qu'une seule personne. Il y a quand même d'autres personnes autour de vous avec lesquelles vous devez composer pour avoir un objectif commun et regarder presque dans le même sens. Et à ce niveau-là, je pense que c'est un premier défi. Au-delà de ça, Wadjalantam, on ne le présente plus. On sait très bien ce qu'il a fait au niveau du football national, domestique, ce qu'il a fait en sélection, ce qu'il fait aujourd'hui avec l'AS Bina. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas trop de choses à dire. Claude Yenke également, c'est un vieux de la vieille. J'estime simplement que ces deux-là, autour d'Afizou, ça doit être une valeur ajoutée. Valeur ajoutée en ce sens que, d'abord, eux, ils ont l'habitude de connaître un peu le football togolais. Afizou, oui, il n'est pas forcément basé ici, il va, il vient. Donc, je me dis que ça doit être normalement une complémentarité. C'est à ce seul défi-là que peut-être on peut avoir quelques acquis. Mais acquis aussi, ça dépendra de l'effectif qu'ils auront sous la main pour faire des résultats. Pour terminer en disant ceci, moi je dis une chose, quand on n'a pas les moyens de sa politique, il faut pas aller, quoi. Il faut pas se mettre dans des situations compliquées où on sait très bien que on va juste participer pour participer. Moi, je pense que la FTF doit faire une croix. Mais à un moment donné, lorsque vous faites la planification de vos activités, lorsque vous savez que normalement vous n'avez pas forcément les moyens financiers, les moyens logistiques et surtout de la ressource humaine pour aller au bout d'une compétition, mais ne vous engagez pas. Soit vous vous engagez en disant, tiens, nous participons juste, mais n'oublions pas, il y a une maladie commune qu'on a dans les sports au Togo. On veut avoir les résultats illico presto sans avoir pris le temps de se préparer. Jusqu'à quand
va-t-on toujours travailler de cette façon? Alors que d'autres sélections ou d'autres pays, dans 5 ans, dans 10 ans, ils se disent, tiens, nous allons disputer telle compétition et ils prennent les dispositions pour y arriver. C'est une question de patience, de travail en amont, de planification et d'organisation. Et si à notre niveau, on ne se met pas dans ces règles, entre guillemets, orthodoxes pour avoir de bons résultats, on ne fera que récolter les mêmes résultats. On va, on vient, on va, on vient, on va tourner à rond et pire encore, on ne fera que reculer. Voilà, on ne fera que reculer. C'est de toutes les façons un match officiel, il va falloir être prêt, il va falloir y aller. Le tirage, on le connaît, c'est Togo-Mauritanie pour le premier tour de cette compétition. Et il faut faire remarquer que ça ne va pas être facile, c'est 3 tours. Ouais, exactement. 3 tours, donc il faudra avoir les reins solides pour y aller. Il faudra avoir les joueurs très souvent pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces 3 tours-là. À moins que on veuille rester fidèle à l'esprit de Coubertin. L'essentiel, c'est d'essayer. Et si vous le permettez, quelques secondes sur le staff, j'ai davantage le sentiment que un normal staff technique des sélections ici, on ne considère pas forcément les aspects sportifs. C'est-à-dire on a vu par exemple ce qui s'est passé avec les U17, les U20. On a nommé M. Amatokoro à la tête des U20 comme ça, alors qu'avant lui, celui qui a fait le travail en U17, qui connaît a priori cette sélection des U17, il aurait été, à mon sens, plus juste et plus pertinent de faire monter le sélectionneur des U17 vers les U20 et de mettre M. Amatokoro, par exemple, sur les U17, et lui aussi va faire le cycle comme cela. Mais on a fait cette sélection-là, on a fait cette nomination comme on les a vus, vous avez vu les résultats. Amatokoro a beaucoup souffert pour faire la sélection. Et même si chez les U17, nous soutenons qu'il y a déjà l'expérience, il a encore beaucoup souffert, ben il sait à peu près que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, je considère que quand on fait les sélections, il faut qu'on reste suffisamment pertinent pour considérer uniquement l'aspect sportif, l'aspect résultat. Je considère par exemple qu'à Fizou, je n'ai rien contre lui, mais il va et vient. Je sais que je l'ai rencontré une fois ou deux à Bafilo, dans le staff de Sarah, lors des séances d'entraînement de Sarah de Bafilo. Mais est-ce que ça lui permet d'avoir la maîtrise des joueurs qui sont ici sur place? Il n'était pas à Antalya. Maintenant, il doit gérer les joueurs d'Antalya. Moadja Lantam n'était pas à Antalya. Il doit gérer maintenant les joueurs d'Antalya. Cela veut dire que tous ceux-là vont découvrir les joueurs et avec ces joueurs-là, en un mois, ils doivent faire le miracle. Vous voyez ça? Ce sont les éléments que j'évoque pour attirer l'attention de ceux qui prennent les décisions-là, d'essayer de voir très souvent, dans la mesure du possible, si à un moment, on peut considérer les aspects sportifs pour voir. C'est vrai qu'il faut faire la promotion des uns et des autres. C'est vrai que chacun doit avoir ses raisons pourquoi il nomme celui-ci ou non celui-là, parce que c'est une nomination, c'est ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est pas une élection. Mais ce serait bien, ce serait pertinent pour notre football que certaines de ces nominations-là considèrent uniquement les aspects sportifs pour que celui qu'on met à la tête de la sélection n'ait pas de problèmes en dehors du travail qu'il doit faire, mais qu'il n'ait pas à résoudre des problèmes qui ne sont pas strictement liés au travail qu'il va faire, qu'il n'ait pas à découvrir une équipe avec laquelle on attend qu'il fasse des résultats. Parce que les supporters togolais, quand on dit U23 du Togo joue et que l'équipe n'a pas gagné, c'est le sélectionneur qu'on va taper. Voilà, mais après, le sélectionneur n'a pas travaillé dans les meilleures conditions pour avoir les résultats, il va assumer aussi. C'est lui le premier responsable. Absolument. Lorsque l'équipe ne performe pas, lorsque l'équipe ne gagne pas. Oui, les U23 vont entrer en lice le 19 septembre prochain. Parlons maintenant du match Togo-Niger, deuxième tour éliminatoire du CHAN Algérie 2023, le championnat d'Afrique des Nations. Le Togo a goûté à la chose et a pris plaisir, a pris goût. On veut une deuxième qualification d'affilée. Et ça regarde Jonas Kokou-Komlan et ses joueurs. La dernière fois, il a publié la liste de ses 26 combattants pour cette double confrontation face au MENA du Niger. Rappelez-vous, le match aller, c'est à Lomé le 28 août prochain et puis quelques jours plus tard à Cotonou le 3 septembre parce que là, le stade du Niger n'est pas homologué. On va commencer par parler des préparatifs autour de ce match au niveau ticket, au niveau communication, on va dire. Nous écoutons Nola Kina Borosé. Match de qualification au championnat d'Afrique des Nations de CHAN Algérie 2023.
auquel le Togo va affronter le Niger à la fin du mois de août, notamment le 28 août à Lomé. Donc c'est l'occasion pour donner des détails plus sur le match. Très bien, ce sera dans 2 semaines. On commence la communication un peu plus tôt. Ça, c'est bien. Les tickets, est-ce qu'on peut déjà les acheter? Est-ce qu'il y aura cette vente en ligne aussi? Comment ça se passe? Ok, merci. Donc, pour annoncer, d'abord, c'est un match qui est ouvert au public. Ça veut dire que c'est pas à huis clos. Oui. Donc, ce samedi, effectivement, 13 août, nous annonçons l'ouverture de la billetterie. Donc, les zones disponibles pour ce match, il faut noter d'abord la loge officielle, qu'on n'a pas l'habitude de vendre. Mais cette fois-ci, 30 places seront vendues en loge officielle parce qu'il faut savoir que c'est une loge qui a une capacité de 108 places. Oui. Et la plupart du temps, il y a les autorités. Donc, on ne peut pas vraiment laisser open. Donc, cette fois-ci, on veut faire l'expérience de quand même donner la chance aux supporters, à ceux qui aiment vraiment ce football-là, de venir en loge officielle. Donc, il y a également la tribune officielle qui est l'espace, on va dire, qui encadre la loge officielle. Donc, c'est la tribune officielle qui sera également disponible. Ensuite, nous avons les tribunes et puis les gradins couverts, plus les tribunes et les gradins solaires. Alors, il faut, comme tu l'as annoncé, la fédération va continuer cette expérience de ticket numérique digital, comme nous avons fait l'expérience sur le match Togo-Eswatini. Donc, ça sera également le cas pour le match Togo-Niger du dimanche 28 août. Donc, la première phase, c'est la vente des tickets en ligne qui est déjà opérationnelle. Donc, aujourd'hui, toute personne qui souhaite déjà acheter un ticket, il suffit d'aller sur le www.ftftogo.com. Donc, dès que le site internet officiel de la fédération s'ouvre, vous allez voir une bannière qui vous précise acheter les tickets. Donc, il suffit de cliquer sur la bannière et ça vous redirige directement sur le site pour acheter les tickets. C'est facile? C'est très facile, c'est très facile. Je pense que beaucoup ont déjà fait l'expérience sur le match Togo-Eswatini. C'est la même procédure. Donc, cette première phase consiste à ouvrir les tickets en ligne pour que les gens puissent déjà acheter. Donc, c'est pour dire que la deuxième phase sera également les tickets imprimés. Donc, avant d'aborder ça, il faut juste donner les précisions sur les prix. Donc, pour la loge officielle, nous avons proposé le prix de 20 000 francs CFA. La tribune officielle, 5 000 francs. Les tribunes et gradins couverts, 2 000 francs. Et puis, les tribunes et gradins solaires sont à 1 000 francs. Alors, comme je disais tout à l'heure, les places en loge officielle sont limitées, c'est 30 places. Donc, ces places sont plus réservées sur les tickets imprimés. Parce que quelqu'un qui achète une place en loge officielle a droit à un laissez-passer pour son véhicule et aussi à une carte d'accès pour le salon VIP. Donc, c'est préférable que ce ticket soit acheté de façon physique pour qu'on puisse lui donner le pack qui va avec. Donc, actuellement disponible en ligne, comme je dit tout à l'heure, sur le www.ftftogo.com, sont les tickets de 5 000, 2 000 et 1 000 francs. Et les tickets imprimés seront disponibles à partir du 22 août. Notamment, on peut les retrouver au secrétariat de Sport FM. Il y a aussi Télésport Africa à Balepédo, ensuite au siège de la Fédération togolaise de football. Et voilà, à l'instant, c'est Nolakina Borosé qui reste le patron du marketing là-bas au niveau de la Fédération togolaise de football. À l'instant, il l'a dit, les tickets en ligne ont commencé par être vendus depuis un moment déjà. Les tickets imprimés, eux, ce sera à partir du 22 août prochain. Angelo Folikoué, oui, il reste quelques jours pour ce match aller entre le Togo et le Niger. Oui, Jonas Kokou-Komlan a publié la dernière fois une liste de 26 joueurs, forcément pour cette double confrontation. Oui, avec un petit recul, que dites-vous? Il y a des surprises, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Ou bien c'est ça, il n'y a pas mieux à faire. Il faut dire que Jonas Kokou-Komlan connaît presque, je dirais, le contexte footballistique togolais. On l'a connu lorsqu'il évoluait avec les U17 du Mali. Et donc, petit à petit, il a fait son chemin. Il avait dirigé même une sélection, je pense, au niveau de l'Afrique de l'Est, un peu plus, je ne sais pas si je me trompe, hein, je pense de Djibouti, je ne sais pas. Oui, Djibouti, voilà. oui. Et donc, après, il a été, entre guillemets, approché pour venir au Togo. On a vu également là où il est passé et aujourd'hui, il est à la tête de la sélection nationale locale. Par rapport aux appelés, je me dis qu'il... S'il y a surprise, peut-être oui, mais en même temps, pour moi, ce n'est pas aussi une surprise parce que quand vous prenez par exemple
Au niveau des défenseurs, la présence d'Aïvi Bernardin, de Gomido de Palimé, nous qui avions l'opportunité ou l'occasion de faire des matchs de première division, on connaît un peu son pédigré, on connaît un peu sa façon de jouer, ce qu'il est capable d'apporter dans le jeu défensif qu'offensif. Je pense que intégrer la sélection nationale locale, c'est un plus pour lui. Au-delà de ça, en allant vers le milieu de terrain, je prends la présence de Denis Abalo. C'est une surprise, je la prends comme ça, parce que on l'a découvert avec justement le dynamique togolais en championnat, et je pense que petit à petit, il a donné confiance au sélectionneur. Voilà pourquoi il est présent dans ce groupe-là. Et au-delà de ça, je pense aussi le fait de voir au niveau des attaquants Marius Klouga. Lui, il a également fait ses armes avec la Esbina, ce qu'il a justement apporté à cette équipe-là. C'est une bonne chose. Au-delà de ça, je pense que, à part le fait qu'on voit Tchatakore et Akoro Bilali qui ont été de l'expédition camerounaise, tous les autres sont presque des nouveaux venus. C'est en cela, nous parlons beaucoup plus de défis pour lui, en tout cas pour Jonas Kokokomla, de tout faire pour qualifier cette sélection-là face au Niger en double confrontation. Toujours est-il que ça reste un match de qualité qui attend le Togo, et donc au même moment c'est à lui de trouver les bonnes formules pour chuter. Je prends encore une fois sa déclaration où il dit: je connais déjà mon équipe en tête. Donc sur les 26 qu'il a convoqués, il sait ceux-là qui sont capables de démarrer le match à 11 sur le terrain. Donc on espère simplement voir du beau jeu et surtout de la victoire. Bon, pour l'instant, c'est dans 9 jours. On espère que d'ici là, le Togo va trouver un sparring partner pour disputer des matchs de préparation. Pendant ce temps, le Niger, lui va jouer contre le Burkina Faso. Oui. Donc, la question reste posée à ce niveau. Comment permettre à ce groupe-là de se préparer dans les meilleures conditions d'ici 9 jours? Alors, il n'y a pas autre chose à dire que la victoire sur cette double confrontation. On va d'ailleurs écouter Jonas Kokokomla lui-même donner cette liste de 26 joueurs. 3 gardiens de but: Ouassi Ouro Nyeni, ASK, Moro Youssouf, Dito, Sama Mahadiou, Asko. Les défenseurs: Honora Madjedje Djililou, Asko, Agbocho Manyim Fabrice, Asko, Bodé Abdul Sabo, ASK, Idrissou Adi, Dito, Olete Benjamin, ASK, Ouro Wechre, Abdou Moutalebi, Dito, Sama Alimou, Asko, Aivi Kofi Bernadette, Gomido. Les milieux de terrain: Dove Ome Senam, Gomido, Ahoro Paro Djeri, Togopo, Amekuji, Kokuvi Doji, Dito, Mani Ugadja, ASK, Abu Kwaku Thierry, Asko, Novon Yao Efoué, Asko, Abalo Deni, Dito. Les attaquants: Ouattara Moutalabou, Asko, Tchatakora Abdou Samio, ASK, Akoro Bilali, AS OTR, Ouro Nimini Nazif, Asko, Agoro Ashraf Semasi, Badegan Foli, ASK, Yere Justin, Dito, Plouga Marius, AS Bina. Donc voici les joueurs convoqués pour la double confrontation contre le Niger. Voilà, vous l'avez suivi, Coach Jo, vous l'été. Tout de suite, on peut dire qu'il y a quelques rescapés de la dernière participation, la première d'ailleurs, au Chan. Quand on voit Akoro Bilali, quand on voit Tchatakora Abdul Semiou, et puis Bodé, quelques autres, il y a encore quelques joueurs qui peuvent apporter peut-être leur expérience. Qui ne sont pas dans le groupe, qui sont dans le groupe. Qui sont dans le groupe. Absolument. Et je crois que ce groupe a eu beaucoup de chance, plus de chance que les U23, parce qu'ils ont fait beaucoup de stages. C'est un élément important qu'il faut souligner. Ce groupe a fait beaucoup de stages ici à l'interne, des matchs amicaux avec des scores flatteurs, 7-0, 4-0 là-bas. Mais les vrais matchs ont été joués contre la Côte d'Ivoire. Il y a eu également le stage qui a été ponctué par les 2 matchs en Algérie. Je crois que le sélectionneur a eu suffisamment de temps pour bâtir une équipe. Il a eu suffisamment de temps et de chance pour voir les joueurs, pour savoir ce dont chacun est capable. Et je crois que cette base-là, il ne peut pas avoir des difficultés pour sortir une liste de 26 joueurs, parce que depuis qu'il a commencé à travailler cette sélection, il a fait venir beaucoup de gens et il a eu le temps de trier. Et maintenant, on va supposer qu'il a fait le bon tri, qu'il a pris les bons chevaux capables de l'amener à la victoire. Et le groupe, il est là et c'est sur le terrain qu'on va voir ce qu'il va faire de ce groupe.
C'est vrai que l'expérience de Tchetakora, l'expérience de Boré, l'expérience de ceux qui ont déjà vécu ça va être importante pour le groupe. Mais à mon sens, tout va dépendre de la gestion que le sélectionneur va faire de ce groupe-là. Parce que vous avez beau avoir tous les beaux joueurs, tous les bons joueurs, tous les grands joueurs sur une liste. Si vous n'en faites pas une bonne gestion, vous pouvez ne pas avoir les résultats. Et je crois et je veux croire que le sélectionneur est conscient que devant, c'est un adversaire sérieux qui est devant et que c'est pas en parlant qu'on va relever des défis, mais que c'est en se concentrant, en enrichissant d'abord l'exploit de sortir les 18 qui sont capables de résister et de relever le défi nigérien. Cette sélection, depuis qu'elle a commencé à jouer, a révélé des lacunes, a révélé des défenses. Mon souhait est que le sélectionneur reste concentré et conscient de cette différence, des différences de son équipe et qu'il y travaille. Parce que ces 2 matchs-là sont les plus importants qu'il va jouer. Depuis qu'il a commencé à faire des matchs, voici les 2 matchs les plus importants et il faut qu'il les aborde avec suffisamment de pertinence et suffisamment de volonté et surtout d'humilité. Donc on va croiser les joueurs pour lui, on va espérer que les joueurs vont être aussi pugnaces et qu'ils vont être combatifs, qu'ils vont tout donner pour relever le défi de leurs prédécesseurs. Très Parce bien. que c'est ça aussi, il faut dire. Le Togo y est déjà allé, on veut y aller une deuxième fois. Si on n'y veut pas, c'est pas la fête. C'est une pression, ce que vous évoquez là. Oui, à certains égards. Oui. À certains égards, c'est une pression. Très Quand bien. vous remplacez un sélectionneur qui a fait de grandes choses, a priori, on attend que vous aussi vous en fassiez au moins autant que lui, sinon plus que lui. Mais si vous n'arrivez pas à faire ce que l'autre a fait avant vous, c'est le football. C'est vrai, il faut insister là-dessus. Mais à certains égards, ce n'est pas bien pour votre image parce que vous n'avez pas pu faire celui que vous avez remplacé au pied levé, peut-être même dans le cas ici, vous n'avez pas pu faire ce qu'il a pu réaliser, même si les dessins ne sont pas les mêmes, ça reste le football. Ce sont les éléments d'appréciation dans le football. Quel est le palmarès du sélectionneur? Celui-ci a joué une Coupe d'Afrique, vous n'avez pas joué, donc vous n'avez pas le même ranking. Ça fait la différence. Absolument. Bien. On va écouter encore Jonas Kokou-Komlan par rapport à ses choix, ce qu'il a dit, ce qu'il dit de ces 26 joueurs. 26 joueurs, parce que vous êtes sans savoir qu'avant tous les matchs, il y a des tests Covid à faire. On aura 10 jours à faire aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit mettre tous les atouts de notre côté. Parce que sur la feuille de match, logiquement, il y a 25 qui doivent être enregistrés pour le match. Donc, on s'est dit qu'avec tous les aléas aujourd'hui qu'il y a comme concept, donc il faudra avoir toujours la marge d'un joueur de plus, parce qu'on ne sait pas quelle situation va se présenter. Surtout qu'on aura 10 jours, on va s'entraîner. On ne le souhaite pas. Il peut y avoir des cas de blessures. Et les tests Covid, il peut y avoir des joueurs qui seront recalés. Donc, je pense qu'avec 26, pour la double confrontation sur ce plan, il n'y a pas de souci. C'est un groupe qui n'a pas été bousculé, parce que c'est les mêmes qui sont revenus. Parmi ceux qui sont là déjà, il y a certains qui étaient au dernier CHAN, qui sont en compétition, parce que je me dis aussi qu'il y a certains qui étaient au dernier CHAN, mais quand ils sont revenus, ils n'étaient plus en forme, ils n'étaient plus titulaires, ils n'étaient plus avec la même valeur. Donc, or, on dit que l'équipe nationale, c'est le meilleur du moment. Donc, ceux qui sont là déjà, qui étaient au dernier CHAN, c'est par rapport à leur expertise, et puis ils étaient titulaires aussi, ils ont joué pratiquement beaucoup de matchs dans la saison. On aura besoin de leur expertise. À l'instant, Jonas Kokou-Komlan par rapport au choix qu'il a fait sur cette double confrontation. Quoi qu'on dise, il dit que le groupe reste stable, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a quelques-uns, on l'a dit, qui ont participé au dernier CHAN. Et puis, des matchs amicaux. Lorsqu'on prend l'Algérie, il y avait eu 2 matchs. Un match nul et puis une défaite, si je me souviens. L'Algérie, oui. L'Algérie. 1-0-0. Voilà. Et puis, il y a eu ce match contre la sélection militaire battue, la SOTR également battue, et puis cette double confrontation contre la Côte d'Ivoire. Un but partout, j'allais dire, une victoire de chaque côté. Pourrait-on dire aujourd'hui, pourrait-on affirmer que cette équipe est suffisamment aguerrie pour aller affronter le MENA? La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas restée sans activité. Je pense que tout joueur, tout compétiteur a besoin, en tout cas, d'exercice, de s'essayer, d'avoir suffisamment de volume d'activité, voire volume de jeu, avant de pouvoir aller sur le terrain proprement dit. L'information par rapport au Niger, c'est que le match face au Burkina Faso, ils ont perdu 0 but contre 1. Donc, on attend la seconde manche. Bon, ça pourra peut-être donner des idées à Jonas Kokou-Komlan. Mais des matchs de préparation
complètement différent des matchs à qualification directe ou des matchs couperés. Donc à ce niveau-là, j'estime simplement qu'il a eu le temps de voir exactement aujourd'hui les forces et les faiblesses de son groupe, les joueurs capables de se donner, parce qu'il y a une réalité qui ne dit pas son nom. Vous avez des joueurs qui à l'entraînement se donnent à 100%, mais à l'orée des matchs, il y en a qui n'ont pas suffisamment le mental fort pour être titulaire, pour commencer les matchs. Donc c'est à lui de voir exactement ce qu'il en est, ceux qui sont capables de l'accompagner, parce que là j'ai l'impression, mais ça c'est une impression personnelle, hein, il est le général d'armée, les joueurs sont presque ses lieutenants. Donc tout ce qu'il aura dit à transmettre comme discours, normalement doit passer. Et quand ça passe, ça veut dire que sur le terrain, ces joueurs-là sont capables de mouiller le maillot. Un deuxième aspect, j'estime qu'aujourd'hui, le public sportif est tellement derrière cette sélection, parce que n'oublions pas, il y a souvent ce problème-là récurrent qui est revenu avec Paulo Duarte, où il a du mal à faire confiance à des joueurs locaux en privilégiant beaucoup plus les internationaux. C'est à un moment donné, le public ne comprenait pas ça. Là, on a des joueurs qui évoluent dans notre championnat, pratiquement dans tous les clubs, que ce soit de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Et donc, presque tous ces joueurs-là ont des représentants ou des fans de groupe, où on a la famille, des amis, des copains qui sûrement seront là au terrain pour suivre exactement ce qui va être fait et porter l'équipe vers le haut. Et donc, il y a un sentiment presque de sympathie à l'endroit de cette sélection. Et le public sportif s'attend à ce que cette équipe-là, cette sélection, fasse du mieux en éliminant les Niger et à se qualifier pour le CHAN prochain. Le troisième et dernier élément, moi je le dis, ça serait une motivation personnelle, intrinsèque des joueurs. Tout ce que nous venons de citer, là, les Denis Abalo, les Abutiri et Romedové et tous les autres, Motalabou ou Ronimini Nazif, ce sont des joueurs, ma foi, qui ont aussi envie d'inscrire leur nom dans l'histoire. Ceux qui étaient du côté du Cameroun il y a 1 an, voire 2, on a vu ce qu'ils ont fait lors des matchs, même si ils aimeraient passer le cap des groupes et accéder en quart de finale, mais ça n'a pas été le cas. L'histoire là est déjà derrière nous. Maintenant, c'est à eux d'écrire la leur. Et donc, ça passe par ce match-là. Et pour terminer en disant ceci, il faut que nos joueurs arrêtent de croire qu'ils sont déjà arrivés au bout du tunnel. Non, ce n'est que le début. C'est maintenant que la bataille commence. Et déjà, dans leur tête, ils doivent se mettre dans la peau de ceux-là qui sont en train d'aller au combat, en oubliant carrément tout ce qu'il y a en arrière, en se donnant 100% sur le terrain. Parce que l'inconnu, le Niger, oui, on se rappelle qu'il y a quelques années, le Togo a joué justement face à cette sélection dans d'autres registres. Ce n'est plus la même chose. Les choses évoluent. En 2016. Dans la même compétition. Il y a 6 ans. Donc, 6 ans, ça veut dire que beaucoup de choses se sont passées et il y a du travail qui a été fait en amont. Attention à ne pas tomber dans la suffisance, à rester concentré et surtout à bien négocier d'abord ce premier match-là le dimanche dans 9 jours. Oui, Côte d'Ivoire, vous était un élément important dans cet effectif. On peut parler de Romedové, qui de loin reste le joueur le plus expérimenté de ce groupe. Il est là en tant que capitaine. Pourrait-on parler aussi de Tchatakora Abdoul Semiou, qui était au dernier CHAN, Boudé, Abdoul Sabour également. C'est les vrais soldats sur lesquels Jonas Kokou Komlan peut compter. Tchatakora et Romé constituent à mon sens des individualités qui pourront vraiment aider cette sélection. Les deux sont bons sur les bases arrêtées. C'est une grosse atout. Cela veut dire que dans les situations compliquées, on pourra avoir besoin de leur patte géniale de génie pour se sortir des situations difficiles. Ouamé en a encore marqué récemment contre la Côte d'Ivoire. Lorsque Tchatakora aussi est dans ses beaux jours, les coups francs dans les 16 mètres, dans les 20 mètres, il peut être efficace. Particulièrement, je crois que Ouamé, avec son expérience dans la sélection A, son expérience dans la participation aux différentes Coupes d'Afrique des seniors, a aujourd'hui est le plus capé de cette sélection. Il a la plus grosse expérience. Je crois qu'il demeure la plus grande arme de cette sélection. Et je veux même dire peut-être l'âme de cette sélection. Il est la grande arme et en même temps l'âme de cette sélection. Beaucoup de choses pourraient dépendre de lui. Et on croise les doigts pour qu'il soit au mieux de sa forme. C'est aussi ça. Il faut qu'il soit au mieux de sa forme et qu'il aide les autres qui n'ont pas autant d'expérience que lui à tirer cette équipe-là vers le haut. Vers le haut. Quand vous regardez le parcours de cette sélection, elle a démarré avec une défaite 0-2 contre le Bénin ici. Une défaite qui continue de faire mal à beaucoup de gens. Et petit à petit, cette équipe-là a compris l'enjeu.
Et je crois que dans les dernières sorties, ce qui est intéressant à signaler à l'actif de cette sélection, c'est sa capacité à réagir. Dans les 2 matchs contre la Côte d'Ivoire, c'est ce que je retiens au-delà des défaillances. Cette équipe essaie de réagir. Quand elle est en difficulté, elle essaie de réagir. Dans le premier match, elle a souffert en début, mais après, elle a pris le match en main et elle a gagné à la fin. Sur ces 2 matchs, Womé, justement, a marqué 2 fois. Absolument. Sur le second match, c'est une équipe qui a été mise en difficulté, mais après, elle a essayé de redresser la tête pour tenter de revenir au score, même si elle n'a pas réussi à revenir au score. C'est cette capacité-là à réagir, à essayer de redresser la tête, et de dire, tiens, qu'est-ce qui nous arrive? Donc, se donner cette force mentale-là. Ouais. C'est cette force mentale-là qui, à mon sens, aujourd'hui, doit être rappelée à ces joueurs, savoir que vous avez pu trouver la force mentale pour réagir. Il faut garder cette force mentale-là pour affronter l'adversaire qui est devant. Parce qu'ils en auront besoin. Le Niger, ce n'est pas le Brésil, c'est vrai. Mais dans cette catégorie, dans cette sorte de compétition, le Niger a certainement plus d'expérience que le Togo. Et cette compétition-là, le Niger a plus ou moins 50 ou 60% des joueurs qui jouent déjà en sélection Fanion. Si on n'est pas, quart de finaliste du dernier CHAN. Cela veut dire que cette équipe togolaise devra compter sur ses valeurs. Et l'une de ces valeurs-là, c'est sa capacité de réaction, la force mentale. Et c'est pour cette force mentale-là, Womé, Tchatakora et les autres peuvent aider les jeunes coéquipiers à se transcender, à se transcender, à se dépasser. À se dépasser, comme le dit notre hymne, aimer servir et se dépasser pour aller vers ce que tout le monde attend de bons résultats et donc à la qualification. Angelo, très rapidement, un mot sur Womé que vous appréciez. C'est un joueur d'expérience. Il n'y a rien à dire. Tout ce que je ne peux que souhaiter pour lui, c'est d'être suffisamment inspiré sur les transmissions, les transversales, les coups de pied arrêtés. Et je pense aujourd'hui, quand nous avions eu l'occasion de l'interviewer, il reconnaît qu'il a une grande responsabilité. D'abord en ayant cette capacité-là de toujours être en forme et puis d'avoir le brassard de capitaine. Ouais. Donc c'est en cela, il est obligé de prendre tout le monde presque dans le même sens. Il en a vu plus que ses coéquipiers. Ça c'est une réalité. Il y a une réalité, mais au même moment, hier n'est pas forcément aujourd'hui. Ouais. Donc c'est ce travail perpétuel qu'il doit faire avec ces jeunes-là, histoire que ces jeunes comprennent ce qu'il est en train de transmettre comme message et surtout qu'ils soient bien trouvés dans les bons intervalles, dans les bonnes zones du terrain. Et à partir de là, je pense qu'il ne pourra que soulever tout le public qui sûrement sera au rendez-vous le 28 au stade de Kégué pour pousser cette sélection-là à bien faire un résultat plus que probant face au Niger. On va suivre cette sélection de toutes les façons jusqu'au 28 lors du dernier stage qui est annoncé, forcément pour avoir les dernières réactions, pour avoir les derniers détails du staff technique au niveau des joueurs justement. On va donner la parole à Angelo Folikoué pour nous donner les nouvelles des joueurs togolais qui évoluent à l'étranger. Oui, Franck, on va démarrer avec le capitaine des éperviers, Djenda Konam, qui a bien disputé toute l'intégralité du match de Retafe face à l'Atlético de Madrid, même si à la fin, ça s'est soldé par une cuisante défaite, 0-3. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours en jambes. Floyd Haïti, oui, lui, touché à la cuisse, a loupé la 3e journée de la Ligue 2 avec son club Valenciennes, battu par Metz 2-0. Il n'a pas joué, on le dit. Kevin Boma, dont on parlait tout à l'heure au niveau des U23, avec son équipe de Nîmes, ça n'a pas marché comme il se doit. L'équipe a été battue par un adversaire 1-0. Kevin Denke, on prend des nouvelles justement de l'attaquant des éperviers avec son club Cercle Bruges, la 4e journée de la Jupiler League. Il n'a eu qu'à disputer 15 petites minutes, mais il est quand même toujours dans le club. David Hennen, il est rentré à la 77e minute pour son club Courtrai, aujourd'hui qui bat de l'aile dans la compétition en Belgique, 14e avec seulement 4 points dans son escarcelle. Loïc Bessilé, on en parle, il a joué avec son club, même s'il a eu que 7 minutes de jeu. Ce n'est pas rien. Et puis on termine avec Youssif Até qui a rejoint récemment le tout-puissant Mazembe de la RDC. On ne peut que lui souhaiter beaucoup de bonnes choses et qu'il revienne en sélection pour de meilleures performances. Performances, Angelo Folikoué. Merci pour ces précisions. Les auditeurs, vous pouvez y aller maintenant. Le premier, il est là. Allô? Allô?
Bonjour, c'est Rachid. Bonjour Rachid, toujours le premier. Tout va bien? Oui, très bien. Merci, on vous écoute. Oui, moi je vais intervenir vraiment sur les U23. Oui. Oui, lors de leur stage à Antalya, Paulo Daté a dit qu'il serait à côté de cette sélection pour qu'il soit leur guide. Bon, jusqu'à aussi la sélection U23, on ne les réunit pas pour que le staff mette une idée. Et si le staff fait le programme et la fédération ne les accorde pas, ils n'ont qu'à parler Paulo Daté pour pouvoir les appuyer. Pour que ça puisse, parce qu'on a intérêt de se qualifier de tous ce côté. Parce qu'on ne va plus encore engager nos sélections et c'est juste pour pouvoir les engager. Non, non. On les engage avec un objectif bien fixé. Très bien. Donc, concernant pour la sélection locale, Jonas connaît déjà l'équipe et il sait ce qu'il attend. Pour nous, l'objectif c'est de se qualifier et aller faire quelque chose et à la chambre, ne pas aller dire que bon, revenir que c'est la deuxième fois et pour notre deuxième participation qu'on a créé une seconde expérience. Non, non, non. On va cette fois-ci, c'est d'aller faire quelque chose. Très bien. On a intérêt à battre cette équipe de Namé et cette équipe-là. Les battre ici, aller faire un résultat, de doubler les matchs amicaux qu'on a fait, qu'on a eu des victoires, tout ça. Là. Non, non, non. Merci Rachid. Okay, allez, à très bientôt. Et le 92 03 60 31, le 97 24 26 26, allô? Allô, oui, bonjour Franck. Bonjour cher ami, votre nom? C'est Touré de Sao Paulo. Touré de Sao Paulo. Très bien. Tout simplement, c'est pour dire du courage à notre équipe nationale locale. Là. Oui. Et à vos côtés aussi. Très bien. Ce sera tout. Merci. Oui. À très bientôt. Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Franck. Oui, comment ça va? Ça peut aller. Et vous? À la grâce de Dieu, je me passe bien. Très bien. Votre nom? Je disais Justin Cyprien. Cyprien. Exactement. Très bien. On y va. Eh bien, je pense que je ne sais pas ce que Rancy a dit, essayer de vous dire, l'entraîneur de l'équipe de togolaise. Il faut de l'endurance, la technique de jeu, la maîtrise du ballon, la maîtrise du terrain. Le football est universel. On peut perdre comme on peut gagner. Mais si du coup nous pensons que nous pouvons gagner sur tout le monde, ça ne peut pas aller. Il faut d'abord aller à la confrontation et savoir les points forts et les points faibles de l'adversaire afin de corriger ce qui ne va pas. Bon, au revoir. À très bientôt, Cyprien. Oui, merci d'avoir appelé quand même. Allô, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Allô? Allô, bonsoir. Gérard Sélassié. Oui, juste vous dire que nous sommes à l'écoute. Très bien. Je n'a qu'à savoir que ce sont vraies jauges. Allez. À très bientôt. Allez, bye bye. Bonne soirée. Quelqu'un derrière Gérard Sélassié? Oui, Jonas doit savoir que il n'y a pas d'erreur possible à faire sur cette double confrontation. C'est la qualification ou rien. C'est ce que disent les supporters des Éperviers. 92 03 60 31, 97 24 26 26 pour avoir un avant-dernier ou un dernier, je ne sais pas trop, ça dépend. Oui, voilà, pour ce match qui arrive, si vous voulez acheter les tickets en ligne, vous pouvez déjà, mais les tickets imprimés, ce sera à partir du 22 août, c'est-à-dire ici, au siège de la FTF, et puis à d'autres endroits. Voilà. Oui, on me fait signe qu'il n'y a plus personne. Coach Joa Voulété, merci d'être venu. C'était un plaisir. Très bien, Angelo Folico, merci. Merci aussi, Franck. Merci également à Elom Adovon, ou bien Sœur Fanelom, si vous voulez. Pélagie Mekoum, portez-vous bien, à bientôt.